retour sur le plateau de votre émission Société. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rejoindre. Quel bonheur de vous retrouver depuis le port de Jaffa. Nous sommes ensemble tous les jours en live. Société, c'est un autre regard sur l'actualité, mais aussi et surtout sur ce qui fait votre quotidien. Voici le programme. Vos enfants ne cessent de vous demander un petit chien ou vous souhaitez vous-même accueillir un nouvel ami à poil dans votre maison. On vous dit tout pour que cette belle histoire commence sur de bonnes bases. Le rallye de Monte-Carlo, une des courses automobiles les plus célèbres du monde. Des paysages extraordinaires, de la vitesse, du glamour, et Sébastien Ogier est bien parti pour remporter ce prestigieux trophée une 3e fois consécutive. Faussaire de génie ou bouc émissaire, l'affaire Kerviel a divisé la France au point de remettre en doute la cohérence du système judiciaire. Cette semaine, des révélations dans la presse jettent un nouveau discrédit sur l'enquête. L'avocat de Jérôme Kerviel, Maître Koubi, est avec nous pour revenir sur cette affaire alors que l'ancien trader demande la révision de son procès. Mais avant de continuer notre repas ensemble, tout de suite les principaux titres de l'actualité. Snowzilla a frappé la côte est des États-Unis, 19 morts, la plupart dans des accidents de la route. New York est totalement paralysée ce dimanche. La circulation y est interdite. Le maire de la ville parle d'une des pires tempêtes de l'histoire. François Hollande est arrivé en Inde pour une visite de 3 jours. Objectif business. Le président espère finaliser la vente de 36 Rafales, mais admet que la signature des contrats prendra du temps. En Syrie, l'armée s'empare de Rabia, dernier bastion stratégique dans la province côtière de Latakia, à l'ouest du pays. La ville était aux mains de plusieurs groupes rebelles depuis 2012. Sport maintenant et tennis. Le Français Gilles Simon a été battu par le Serbe Novak Djokovic en 5-7 en 8e de finale de l'Open d'Australie. Et j'accueille tout de suite notre pédiatre Michael Wolf. Michael, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un problème qui inquiète beaucoup les parents, l'énurésie. Ça s'appelle autrement dit, les enfants qui font pipi au lit. Ça touche près de 400 000 enfants entre 5 et 10 ans, donc ce sont des enfants qui sont déjà grands, près de 9% de la population. À quoi ce problème est-il dû ? Alors effectivement, on parle plus de problèmes que de maladies. Il faut savoir qu'à l'âge de 5 ans, il y a encore 20% des enfants qui font pipi au lit, 10% vers l'âge de 6 ans, et ça diminue progressivement jusqu'à l'âge de 15 ans où il n'y a plus que 2%. Alors 10%, il faut s'imaginer une classe de CP avec 30 enfants, il y a encore 3 ou 4 enfants qui font encore pipi au lit. Alors quelles sont les causes ? La première cause, ce sont les parents. Il y a une histoire familiale de pipi au lit. Quand l'un des deux parents au même âge faisait pipi au lit, l'enfant a un risque de 50% de faire également pipi au lit, donc avoir un problème d'énurésie. Si le deuxième parent l'a également, ce risque est majoré à 75%. Une autre cause est une cause de type psychologique, surtout en cas d'énurésie, ce qu'on appelle énurésie secondaire, c'est-à-dire qu'un enfant était d'abord propre et puis pendant 3 ou à 6 mois, il va ne plus faire pipi, de nouveau recommencer. Et bien à ce moment-là, on cherchera une cause plutôt psychologique. Et puis il y a d'autres causes plus médicales comme des problèmes d'infection urinaire chronique, comme des problèmes de malformation urinaire ou de diabète ou d'immaturité de la vessie. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux parents ? Parce que notre grande inquiétude, c'est que finalement, il n'arrête jamais de faire pipi au lit, cet enfant-là. Alors, il faut d'abord impliquer au mieux l'enfant dans la prise en charge. Il ne faut surtout pas le culpabiliser, surtout pas le punir ou le gronder. Il existe des feuillets, des agendas où l'enfant peut colorier des petits soleils ou des petits nuages qui, lorsque l'enfant passera une nuit sèche, coloriera le soleil ou à l'inverse, un petit nuage avec de la pluie. Et on pourra le récompenser s'il y a 3 ou 4 soleils d'affilée. Prise en charge, comme on a dit, psychologique si nécessaire. Il y a également des systèmes de matelas, des matelas avec des alarmes qui se mettent en route dès les premières gouttes d'urine dans le lit, et puis des médicaments. Pas d'examens médicaux ? On peut faire des examens médicaux avant de commencer une prise en charge, comme par exemple un examen urinaire ou une échographie des voies urinaires. Bon, d'autres petits conseils ? Alors il y a plein de petits conseils qu'on peut donner. Les premiers, c'est évidemment de limiter les apports hydriques avant d'aller dormir, à partir du goûter. Donc pas d'eau avant d'aller dormir ? Pas d'eau avant d'aller dormir. Aller faire pipi avant de faire dodo. Certains médecins aussi préconisent de réveiller l'enfant vers 10-11 heures pour aller faire pipi. Ça, c'est un petit peu dépend du cadre familial. On peut aussi prévoir un petit pyjama de rechange à côté du lit, mettre un petit pot, mettre une petite veilleuse si l'enfant a peur du noir, ou mettre tout simplement aussi un drap imperméable au niveau du matelas. Ça passe en tout cas ?
Ça passe. Merci beaucoup, Michael Wolf. Allez, on va passer maintenant à notre rubrique Animaux. Adopter un chiot, c'est choisir un animal de compagnie, c'est-à-dire un compagnon de vie, que l'on soit seul ou en famille, et pour de nombreuses années. Un chien vit en moyenne 12 à 15 ans, et afin que les années soient des années de bonheur, eh bien, qu'ils soient le mieux partagées, il vaut mieux partir sur de bonnes bases. Docteur Stéphane Bloer, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, vous êtes donc vétérinaire et vous allez tenter de nous donner les bases d'une adoption réussie. Tout d'abord, à quel âge est-il conseillé d'adopter un chiot ? Écoutez, l'âge idéal, c'est 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois, parce que le chiot est resté suffisamment de temps avec sa mère, sa portée, et aussi l'environnement de l'élevage, et il va pouvoir à ce moment-là avoir le temps de développer un certain nombre de capacités, des capacités sociales, et d'être social avec les autres chiens, mais aussi avec les gens, avec les enfants. Il va être capable aussi d'acquérir ce que nous on appelle les autocontrôles, il va savoir se contrôler, par exemple, il va mordiller, mais il va mordiller avec contrôle, il ne va pas vous faire mal. Et puis, il aura aussi des qualité d'adaptation, il va pouvoir s'adapter et faire face à tous les changements de son environnement et notamment à la future adoption sans déclencher de grosses peurs. Quel est le meilleur endroit pour acheter un chiot ? Il n'y a pas vraiment d'endroit pour acheter un chiot, mais plutôt des conditions d'élevage. Il faut que les conditions d'élevage soient bonnes, comme je l'ai un petit peu évoqué précédemment. Il faut qu'il soit resté avec sa mère pendant 2 mois. Il faut qu'il ait aussi eu un environnement riche en stimulation. Donc, différentes personnes, des enfants, des bruits, d'autres chiens, des chats, pourquoi pas, de façon à développer au maximum toutes ses capacités. Le chiot on a une fenêtre d'environ 2 à 3 mois pour développer toutes ses capacités. Après, cette fenêtre va se refermer et il sera beaucoup plus difficile de faire évoluer ce chien du point de vue comportemental. Il y a un cadre législatif en cas de cession d'un chien ? Alors, oui, je vais parler surtout de la France. En France, quand vous achetez un chiot, d'abord, il doit avoir 8 semaines. Il est interdit de céder à titre onéreux ou gratuit un chiot qui est plus jeune que 8 semaines. Il doit être vacciné, il doit être identifié par une puce électronique et accompagné d'un certificat vétérinaire de bonne santé. C'est comme un carnet de santé en fait. Hein ? C'est quelque chose comme ça, effectivement. C'est comme un carnet de santé. Et quand il y a une transaction, il y a aussi un certificat de vente. Alors, la loi s'est renforcée au 1er janvier 2016. Donc, elle vient de paraître. Et tout propriétaire, tout particulier qui fait faire des portées à sa chienne va être considéré comme éleveur par la loi et doit demander à ce moment-là un numéro de sirène. Alors, il y a une petite dérogation. S'il ne fait pas plus d'une portée par mois, c'est dérogatoire. D'accord. En Israël, ça se passe comment ? En Israël, il faut bien le dire, c'est le Far West. Il n'y a pas de loi du tout et c'est un vrai problème parce qu'on voit plein de chiots arriver de moins de 8 semaines qui vont développer des maladies très graves, que ce sont des maladies physiques, les maladies de Carré, des parvoviraux, qui sont des maladies hémorragiques très graves et le chiot peut en mourir, ou des maladies comportementales qui vont impacter toute sa vie. Et ce chiot, il sera par exemple peureux toute sa vie ou il aura des problèmes d'autocontrôle toute sa vie et ça va être compliqué dans sa vie, dans celle de son futur propriétaire. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour prévenir ces drames ? Très vite, allez voir le vétérinaire. Vous avez adopté un chiot, soit en France ou en Israël, vous allez voir un vétérinaire d'abord qui fasse le point sur sa santé, qui le déparasite, qui le vaccine si ce n'est pas fait, qui l'identifie et qui fasse déjà un petit point sur son comportement. Après, au bout d'une semaine, 15 jours après l'adoption, vous voyez que ou bien sa santé, ça va pas, il mange pas, etc. Ou du point de vue comportement, quelque chose qui va pas. Il a peur de tout, il fait très mal quand il joue, il est impossible, il est difficile de le promener dans la rue. Il faut assez vite voir un vétérinaire qui soit compétent en comportement, qui vous donne les bons conseils. Et si on adopte un chien dans un refuge, alors en refuge, les choses sont relativement bien faites, que ce soit en Israël ou en France. C'est-à-dire que en France c'est obligatoire, mais en Israël, les chiots ou les chiens sont déjà vaccinés, identifiés, voire stérilisés, et il y a un bon suivi. Ceci dit, tous ces chiens qui sortent des refuges ont souvent des vécus complexes, et certains vont résilier, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver un parcours normal dans une nouvelle famille, et d'autres non, et ceux-là vont devoir faire l'objet de soins comportementaux. Merci beaucoup Stéphane Bloer. Je vous en prie. Alors, on va maintenant passer au sport. Avec vous, Samuel Calvo, bonjour. Bonjour. Et on va commencer avec du sport automobile. On va partir à Monaco pour le premier rallye WRC de la saison 2016. Oui, après la troisième étape, c'est le Français Sébastien Ogier qui domine la compétition. Entre neige et verglas, on a une saison qui commence sur les chapeaux de roue. Je vous propose de regarder ce reportage. On y va. Le
rallye de Monte-Carlo sonne le gong du début de la saison 2016 avec des équipes fin prêtes à en découdre sur les routes boueuses, sinon verglacées, qui passent à travers les Alpes d'Haute-Provence ou encore les Alpes-Maritimes. Pour l'avant-dernière journée, Sébastien Ogier, avec sa Volkswagen, domine presque seul en tête en accumulant 3 heures, 19 minutes et 5 secondes de course. Seule une panne ou un accident pourrait l'arrêter dans sa conquête du trône. C'est malheureusement ce qui est arrivé à son coéquipier Jari-Matti Latvala qui a abandonné alors qu'il occupait la 3e place. Idem pour Chris Miquet avec sa Citroën qui a dû abandonner la 12e épreuve spéciale alors qu'il a abîmé sa boîte de vitesse. Au départ de la dernière étape, Sébastien Ogier se retrouve à presque 2 minutes d'avance d'Andrea Mikkelsen également sur Volkswagen alors que le Belge Thierry Neuville est lui à 2 minutes et 12 secondes derrière le Français. Remporter ce rallye permettrait à Ogier de se positionner une nouvelle fois en tant que leader incontestable dans ce sport automobile. Des belles images de Monaco sous la neige, Samuel Calvo, donc Sébastien Ogier qui vient juste de remporter ce rallye de Monaco, une belle entame d'année pour lui, pour le pilote. On va maintenant partir à Melbourne pour les derniers résultats de tennis de l'Open d'Australie. Oui, une mauvaise nouvelle du côté des Français avec la défaite de Joe Wilfried Tsonga qui n'atteindra pas les quarts de finale. 7e au classement ATP, le japonais Kei Nishikori n'a pas eu à forcer pour s'imposer en 3-7, 6-4, 6-2, 6-4 face au Manso, pourtant classé 10e. Au milieu de la partie, le Français a fait appel à un kiné pour une douleur au dos. Et on va écouter sa réaction à chaud, juste après le match. Oui, j'ai demandé une pause pour recevoir des soins médicaux, mais rien de suffisamment sérieux pour arrêter le match. Je pense que pour ce match, j'ai fait quelques erreurs stratégiques. Je lui ai laissé prendre trop d'avance dès le départ et je n'ai pas réussi à rattraper son avance. Il a juste été plus fort que moi sur ces 3 sets. Tsonga, le gentleman de Melbourne. Un autre Français qui s'est fait éliminer, mais pas par n'importe qui, Samuel Calvo, par la tête de série numéro 1. Par le Serbe, ouais, c'est Gilles Simon, 15e mondial. Il n'a pas démérité quand même. Il s'est battu contre Djokovic et ça s'est terminé en 4h32 quand même. En 5-7, 6-3, 6-7, 6-4. 6-6 et 6-3 et donc il se qualifie pour les quarts de finale, le Serbe. Après, du côté des femmes, on a aussi Serena qui continue son chemin paisiblement vers les derniers tours. Elle s'est imposée face à la Russe Margarita Gasparine. Il lui aura fallu seulement 52 minutes et seulement 2-7, 6-2, 6-1. Elle affrontera la Russe Maria Sharapova pour les quarts de finale. À noter que l'Américaine aborde désormais les matchs sans aucune pression. Je vous propose de l'écouter. On y va. Je pense que le gagnant du match sort de la partie avec beaucoup de pression due aux nombreuses attentes qui découlent de cette victoire. En ce qui concerne la personne qui perd, en l'occurrence, j'ai déjà perdu beaucoup de matchs. Et je dois dire que désormais, je n'ai plus rien à perdre. À ce stade de ma carrière, je prends chaque tournoi comme un bonus. Donc c'est une situation assez confortable et intéressante à vivre. Serena Williams. On va passer maintenant au handball, un autre sport, avec l'équipe de France qui écrase les Croates. Oui, alors avec une première partie en denti, c'était un peu plus compliqué dans la première partie, mais au retour des vestiaires, on a assisté à une véritable démonstration des experts, notamment avec Karabatic, comme d'habitude excellent. Et ils se sont donnés à fond pour affronter cette équipe croate qui ont l'habitude, qui sont connus pour être très forts physiquement. Et l'homme du match, c'est quand même Thierry Omeyer, le gardien qui a effectué 16 arrêts. 16 arrêts et cerise sur le gâteau. À la fin du match, il a réussi à mettre un but de l'autre côté du terrain. Impressionnant quand même pour un gardien, c'est quelque chose qu'on voit très 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 rarement. C'est très rare les gardiens qui marquent. C'est très très rare. Prochain match pour les experts, ce sera mercredi contre la Norvège. On va peut-être vous regarder, c'est là, juste là, exceptionnel. On voit ça, il est très très beau. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment voulu, mais en tout cas, ça l'a fait. Oui, il a vraiment voulu le mettre. Bon, comme d'habitude, Samuel, vous avez voulu terminer avec des belles images. Oui, regardez ce cadre somptueux. C'est pour la première étape du Freeride World Tour de la saison 2016. Ça se passe à Val-Nord, Arcalis, en Andorre. Donc c'est des snowboarders, des skieurs. Regardez ces images, c'est impressionnant. C'est l'hélicoptère qui les dépose donc tout en haut de la falaise. Et oui, les sports de glace qui sont en rendez-vous en ce moment. C'est ça, on peut deviner quand on les voit, ces sportifs, c'est des sportifs qui sont shootés vraiment à l'adrénaline, qui ont besoin de leur dose en fait, et qui prennent tous les risques. Merci à vous. Merci Samuel.
L'affaire Kerviel, elle a fait couler beaucoup d'encre et ce n'est pas terminé. Nous allons nous pencher dans le grand dossier sur ce feuilleton judiciaire qui se poursuit depuis maintenant 8 ans. L'ex-trader condamné à 5 ans de prison pour abus de confiance réclame la révision de son procès. La bataille se poursuit aussi sur les dommages et intérêts de 4,9 milliards d'euros réclamés par la Société Générale à son ancien employé. L'audience qui devait se tenir cette semaine a été suspendue à la demande de l'avocat de Jérôme Kerviel, maître David Koubi, qui sera dans quelques instants notre invité. Il nous en dira plus sur ce dossier brûlant. Mais avant, je propose de revenir avec Fleur Citruc sur ce qui est devenu une véritable saga judicio-financière. On en parle tout de suite après. C'est lui l'homme à 4,9 milliards, le trader fou qui a caché ses positions à ses supérieurs, envoyé de faux mails et menti sur les montants engagés, plusieurs centaines de fois supérieurs aux limites fixées par la banque. C'est en tout cas la version soutenue depuis le début par la Société Générale. Cet homme seul avait construit cette entreprise en utilisant les instruments Société Générale et en trouvant l'intelligence, parce qu'il faut le dire, de réussir à échapper à toutes les couches de contrôle. Nous sommes le 24 janvier 2008. La Société Générale vient tout juste de dévoiler une perte faramineuse de près de 5 milliards d'euros avec un unique coupable désigné, Jérôme Kerviel. Le courtier va tout de suite coopérer avec la justice. Il n'a pas agi pour son profit direct personnel. Il a agi comme un trader. Il a agi en dépassant, certes, les autorisations qui lui étaient données d'agir sur le marché, mais il n'a pas agi pour, j'allais dire, spolier la banque par des opérations frauduleuses. Il confirme avoir agi seul dans les faits qui sont l'objet de l'enquête. Comme je vous l'ai dit, il indique toutefois que des pratiques de dépassement d'autorisation par les traders ne sont pas exceptionnelles, même si elles ne portent pas sur des volumes tels qu'il a opéré. Il dit avoir commencé à prendre des positions non admises par la banque dès la fin de l'année 2005. Ces prises de position à risque ont donc duré sur plus de 2 ans sans que la banque n'intervienne, malgré 74 alertes sur Jérôme Kerviel. Pour le trader, la Société Générale ne se contentait pas de fermer les yeux sur ces pratiques, elle les encourageait. Il y avait effectivement des limites en nominal, sauf qu'ils étaient désactivés. Et ce n'est pas le trader lui-même qui peut désactiver, qui a la main pour désactiver. Il n'y a que le manager qui peut fixer cette valeur. L'écran est protégé par un mot de passe que seul le manager a. Dans sa démarche, c'est un secret de polichinelle. Tout est vu, tout est contrôlé, tout est reporté. Mes chefs ont reçu de nombreux mails les alertant des positions. Ils ont reçu noir sur blanc les positions, donc qu'ils arguent aujourd'hui qu'ils ne l'aient pas eu, ça me fait doucement rigoler. Le contrôle de la Société Générale a la réputation d'être l'un des plus sophistiqués du secteur. Comment un homme seul a-t-il pu leurrer le système pendant toutes ces années ? La justice balaye ces interrogations et condamne en novembre 2012 le trader à 5 ans de prison, dont 3 fermes, et à 4,9 milliards d'euros, l'amende la plus élevée jamais prononcée par la justice. L'avocat de Jérôme Kerviel, maître Koubi, refuse de baisser les bras. Nous nous étions fixés pour objectif de défendre M. Kerviel contre une injustice absolument lamentable. Je constate que nous avons échoué. Nous allons continuer de soutenir M. Kerviel dans le combat qu'il mène. 19 mars 2014, première victoire pour Jérôme Kerviel. La Cour de cassation annule les dommages et intérêts records de 4,9 milliards d'euros. Elle estime que les fautes commises par la banque n'ont pas été prises en compte dans cette condamnation et renvoie à un nouveau procès. En revanche, la peine de prison est confirmée. Entre-temps, le trader est devenu une star médiatique après son périple à Rome où il rencontre le pape à la faveur d'une audience publique et sa longue marche pour entrer en France. Celui qui se présente désormais comme le pourfendeur du système bancaire et de ses dérives va finalement purger sa peine de prison. Dans une affaire d'État où le pouvoir bancaire a pris le dessus sur le droit qui devrait s'appliquer à tout le monde. Et on le voit en fait, grosso modo, aujourd'hui dans le cadre de mon dossier, une banque multicondamnée et multirécidiviste est plus crue que quelqu'un qui est considéré comme un primo-délinquant, ce qui est complètement dingue. 17 mai 2015, coup de théâtre.
Alors que Jérôme Kerviel est déjà sorti de prison grâce à un aménagement de sa peine, la presse dévoile de graves dysfonctionnements dans l'affaire Kerviel, dénoncés par la commandante de police chargée de l'enquête, Nathalie Leroy. L'affaire Kerviel est en passe de devenir l'affaire Société Générale. Le trader dépose une demande en révision de son procès. Elle doit être examinée le 21 mars prochain. Fleur Citruc, bonjour. Vous avez retracé pour nous un peu la genèse de l'affaire Kerviel après la condamnation de l'ex-trader en 2012. On pensait l'affaire bouclée, mais en mai 2015, coup de théâtre, la commandante de la police chargée de l'enquête raconte qu'elle a été manipulée par la Société Générale. Alors, ces déclarations, elles vont faire l'effet d'une bombe. Nathalie Leroy, qui a mené par 2 fois l'enquête en 2008 et 2012, elle va faire de part de ses doutes et de ses incertitudes au juge d'instruction. Et c'est le site d'information Mediapart qui va révéler le PV de cette audition. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Une enquête menée, prise en main dès le départ par la Société Générale, qui va choisir les témoins, qui va choisir également les ordinateurs que la justice peut saisir, qui va donc orienter complètement l'enquête selon sa version et ne va pas en revanche répondre aux demandes de l'enquêtrice qui par exemple voulait obtenir certains mails des supérieurs de Jérôme Kerviel. Au fil du temps, Nathalie Leroy dit qu'elle forge son intime conviction. La hiérarchie de Jérôme Kerviel ne pouvait pas ne pas savoir ses agissements. Alors, si vous voulez bien, Fleur, nous allons rejoindre par Skype Maître David Koubi, l'avocat de l'ex-trader. Merci d'être avec nous. David Koubi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, Jérôme Kerviel, seul coupable, bouc émissaire finalement parfait des pertes énormes de la Société Générale. La thèse qui semble de moins en moins crédible, mais Kerviel a tout de même sa part de responsabilité. Depuis le début, il reconnaît avoir pris des positions extrêmement risquées et les avoir délibérément cachées. Oui et non, il reconnaît ses torts depuis le début et ses torts consistent dans le fait d'avoir participé à un système d'une manière très claire, mais ça, c'est pas du droit pénal. Oui, donc on est en France et en France, il y a un principe de légalité. Ça veut dire que ce pourquoi il est condamné doit préexister, doit être une infraction. Et là, en l'occurrence, le délit d'abus de confiance, au vu des derniers événements que vous avez parfaitement bien retracés, ne fonctionne absolument pas. Et justement, quelle part de responsabilité il reconnaît? Parce que quand on entend dans ses interviews, il a 30 ans, il dit on est des machines à cash, il parle de l'adrénaline qu'il y a comme ça dans ces salles. Alors lui, qu'est-ce qu'il reconnaît aujourd'hui? Il reconnaît d'avoir pris des positions qui sont absolument monumentales, mais il dit qu'il l'a fait, et c'est ça sa position, et c'est ça la position que nous défendons. Et aujourd'hui, avec le concours de cette policière et puis de cette procureure de la République, les choses deviennent un peu plus éclaircies, un peu plus simples pour nous, avec le concours de sa hiérarchie et dans une parfaite connaissance de sa hiérarchie. Donc le condamner alors que la banque aurait ignoré ses positions est une injustice totale et surtout une farce qui commence à devenir grossière à mesure qu'elle dure. David Koubi, Jérôme Kerviel a purgé sa peine, il est libre, aujourd'hui il a retrouvé un travail, mais il a une véritable épée de Damoclès au-dessus de sa tête, 4,9 milliards d'euros. Vous qui le connaissez bien, comment il vit ça ? Je pense que la réponse est compte tenu de votre question. On peut pas vivre sereinement en se disant qu'on peut être condamné à 4,9 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, si vous me le permettez, l'épée de Damoclès, elle n'est pas au-dessus de notre tête, elle est au-dessus de la Société Générale, puisque à peu près tout le monde a compris ici en France que le dossier avait été truqué et que la justice était tenue par cette banque et ses quelques amis de mauvais goût. Alors, 6 parlementaires de tous bords réclament une enquête parlementaire. David Koubi, cette affaire est-elle en passe de devenir politique également? Cette affaire, dans les contours qu'on y voit, est un scandale d'État absolu, mais la France a l'habitude de faire ce genre de petites magouilles, si vous me permettez de m'exprimer ainsi, et de plus en plus de politiques rejoignent le combat qu'on est en train de mener, parce que le travail de ces politiques, lorsqu'ils sont honnêtes, est d'améliorer les conditions de vie des Français. Et là, vous le voyez, donc en réponse à votre question, oui, c'est une affaire politique, et oui, c'est une affaire d'État, ça c'est ce que j'ajoute à votre destination, mais on le voit parfaitement bien, Société Générale a siphonné, c'est-à-dire a volé 2,2 milliards d'euros, 2200 millions d'euros sur les finances publiques françaises. Et François Hollande, qui dit être en train de chercher 2 milliards d'euros pour former 500 000 chômeurs,
eh bien, il peut les trouver à Société Générale. Merci beaucoup, David Koubi, pour votre intervention dans cette émission. Restez avec nous, les programmes continuent sur i24 News. Au revoir, Fleur. Au revoir.